Une année s'achève, une autre commence avec l'imperturbable mesure du temps qui passe. L'année 2021 aura été des plus éprouvantes pour le Burkina Faso, notamment sur le plan sécuritaire avec la recrudescence des attaques terroristes. Cette nouvelle année 2022 concrétisera-t-elle la promesse des espoirs d'une accalmie sur ce front? Au plan africain, pas moins de 4 coups d'État ont eu lieu en 2021. Mali, Tchad, Guinée, Soudan. Que réserve 2022 pour les processus de transition engagés dans ces pays et que devraient faire les Africains pour s'assumer face aux défis qui s'annoncent? Nous essaierons de répondre un temps soit peu à ces questions, à ces interrogations dans cette émission qui se propose de marquer un bref arrêt sur 2021 et d'évoquer quelques perspectives pour 2022 à ce moment charnière de la vie et de l'évolution de notre communauté humaine. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir pour vous Jean de Dieu Sonda. Il est ancien vice-président de la commission de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Bonsoir. Bonsoir. C'est la deuxième fois que j'ai le privilège de recevoir M. Sonda sur ce plateau, où il avait déjà apporté, le 29 octobre 2020, son éclairage professionnel sur la spirale des crises électorales qui se sont éclairées sur le continent. C'est que l'ancien secrétaire général du gouvernement et du Conseil des ministres, qui a également dirigé successivement les départements des transports, de l'environnement et du tourisme en 1983, puis de la coopération régionale entre 2002 et 2007, reste très réservé, mais assez objectif et pondéré dans ses analyses. Diplomate de formation, aujourd'hui à la retraite, il a également présidé en 2002 la cellule nationale du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique-NEPAD et a assumé jusqu'en décembre 2019 les fonctions de représentant spécial du président du Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. Merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue une fois de plus sur le plateau de Périscope. Mon deuxième invité s'appelle Ahmed Aziz Diallo, député à l'Assemblée nationale, maire de la commune de Doris et dans la province du Sénat. Bonsoir, monsieur Diallo. Bonsoir. Administrateur certifié des réseaux informatiques, Aziz Diallo, que je reçois pour la première fois sur ce plateau, a notamment travaillé dans la célèbre firme Hewlett-Packard, ou si vous préférez HP, à Montréal, au Canada, avant d'être gestionnaire de programmes aux Nations Unies avec des pays comme la Sierra Leone, l'Afghanistan ou encore le Libéria dans son portefeuille. Gestionnaire d'entreprises et consultant, notamment au Burkina Faso, au Niger et au Mali, depuis 2015, s'est élu du Parti pour la démocratie et le socialisme, Parti des bâtisseurs, PDS-METBA, dont il est le secrétaire aux relations extérieures, est très porté sur le développement local, la protection de l'environnement et la lutte contre les changements climatiques. Et il est donc avec moi sur ce plateau pour la première fois ce soir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mesdames, Messieurs, à nouveau, bonsoir. Ravi de vous présenter aujourd'hui le 152e numéro de votre émission Périscope. On ne le dira jamais assez, l'année 2021 aura été bien éprouvante pour le Burkina Faso, notamment avec les attaques terroristes récurrentes. Tout d'abord, comment avez-vous vécu cette année qui s'achève? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué, M. Sonda? Comme vous l'avez dit vous-même, ça a été une année traumatisante. J'allais même dire plus que traumatisante. Ça a été une année très pénible. Voilà 6 ans que nous subissons la pression, j'allais dire l'esprit destructeur de terrorisme. Mais en 6 ans, nous n'avons jamais vécu une année pareille. 2021 qui vient de mourir a été vraiment une année très éprouvante pour la plupart des Burkinabés, j'allais dire même dans presque tous les foyers. Moi-même qui vous parle, j'ai perdu des parents et des relations, des amis très intimes qui sont morts au front. On ne peut pas avoir vécu de telles expériences et estimer que la situation n'est pas pire que ce que nous avons vécu jusque-là. Franchement, ça a été une année pénible et nous prions Dieu que cela ne se reproduise plus et que 2022 soit une année plus paisible et surtout que nous allions à des résultats concrets dans la lutte contre le terrorisme. Est-ce qu'il y a un fait, un événement ou une situation particulière qui vous a le plus marqué en 2021? Bien sûr, il y a eu les grandes attaques que tout le monde connaît, Inata et autres, mais ce qui m'a marqué
En tant qu'individu, bien sûr, c'est la perte des parents, des neveux, des très jeunes qui sont morts au front. Et cela est pénible. Quand vous voyez un jeune qui a de 20 ans, 22 ans, jeune, fraîchement marié, et qui meurt au front, vous laissant des orphelins, vous avez beau être un caïd en matière de sentiments, vous subissez quand même un choc. Mais à cela, je m'associe à toutes les familles qui ont eu également à endurer les mêmes souffrances dans toutes les attaques. Il y a eu tellement d'attaques que je ne peux plus en énumérer, de peur d'en oublier. Mais ce qui est certain, c'est que toutes les familles qui ont été éplorées ne peuvent pas trouver une douleur plus profonde, plus forte que la perte de jeunes à la fleur de l'âge, telle que moi je l'ai vécue. Alors, M. Diallo, comment avez-vous vécu cette année 2021 qui s'achève? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué au cours de ces 365 jours? Merci, M. Tomondi. Permettez-moi de vous souhaiter à vous et à tous les téléspectateurs une très bonne année 2022. Comme l'a si bien dit mon oncle, c'était une année qui était très éprouvante pour tous les Burkinabés d'ailleurs et tous ceux qui résident dans notre pays. C'est difficile d'identifier un fait parce que ce serait comme établir une sorte d'échelle dans l'horreur, mais toutes les attaques là, tout ce que nous avons vécu dans tous les quatre coins de notre pays et surtout voir l'expansion que nous avons vue en 2021 ou d'autres zones qui n'étaient pas forcément touchées les années précédentes. On voit qu'aujourd'hui, qui subissent ces situations, avec ces situations de déplacés et tout, c'est très éprouvant et on souhaite que tout cela soit des mauvais souvenirs et que cette année, par la grâce divine, que les choses aillent mieux. Déjà qu'on aille mieux. On ne peut pas forcément demander à se porter très bien maintenant, mais déjà que les choses aillent mieux, oui. ce sera un motif d'espoir. Oui, mais tout de même, cette situation est dominante, c'est clair. Pourtant, le Burkina a quand même enregistré quelques bons points au plan culturel, au plan sanitaire, au plan sportif, sans compter la réalisation de certaines infrastructures socio-économiques. Il y a bien quelque chose qui vous a au moins donné un minimum de satisfaction malgré cette douloureuse situation au cours de 2021. Oui, effectivement, il y a eu des choses, il y a eu des actions de résilience, on peut dire. C'est vrai que quand même, surtout les projets de développement, beaucoup ont quand même pu se poursuivre dans les zones où elles pouvaient encore le faire. Il faut noter que l'espace s'est beaucoup rétréci. Vous avez beaucoup de projets qui sont en souffrance dans des zones aujourd'hui qui sont inaccessibles. Oui, il y a eu des actions qui sont menées. On a toujours dit que c'était pour faire preuve de résilience. Bon, on peut avoir des avis différents là-dessus. Moi, je peux estimer que oui, on peut faire preuve de résilience tout quand même en s'assurant de donner une image assez réelle et réaliste de notre pays. Je ne suis pas convaincu que celui qui est à Liptougou ou qui est à Selbo en train de regarder la télévision et qu'il voit qu'il y a des activités soi-disant de résilience qui se mènent à Ouagadougou en grande pompe, je ne suis pas sûr que celui-là, il va s'identifier à la nation et qu'il pense que Ouagadougou s'identifie à ces problèmes. Donc, je suis d'accord, il ne faut pas courber les chines, il faut faire preuve de résilience, mais il y a des manières de faire preuve de résilience tout en n'heurtant pas certaines sensibilités. C'est mon point de vue, je sais que beaucoup de personnes ne le partagent pas, mais je l'assume. Alors, ce qu'il veut dire, M. Diallo aussi, c'est que c'était tellement éprouvant qu'on ne retient finalement que cela. Pour 2021, on ne retient pas ce qu'a pu faire le gouvernement, l'État de positif. Non, c'est certain qu'il y a eu des bonnes choses ou des moins bonnes. Mais ce que je redoute, c'est qu'à force de vouloir chercher à voir le côté positif de cette résilience, on ne vienne pratiquement banaliser la situation qui est vraiment désastreuse dans certaines parties du Burkina. Et il faut faire attention. C'est tout à fait normal qu'un pays comme le Burkina cherche à vivre aussi bien sur le plan national que sur le plan international, quoi qu'il arrive. C'est ça que beaucoup de personnes appellent la résilience, sans toujours donner d'ailleurs une définition bien précise de ce que c'est que la résilience. Est-ce une résilience uniquement pour ceux qui sont à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso, ou est-ce vraiment une résilience, comme je le disais tout à l'heure, pour l'ensemble des Burkinabés, surtout dans les zones où l'insécurité est quotidienne? C'est là toute la question. C'est là toute la question. Voilà. En effet, M. Sonda, puisqu'il ne faut pas l'oublier, on le redira encore et encore, des attaques meurtrières ont fait des dizaines de victimes mortes et blessées, aussi bien parmi les forces de défense et de sécurité qu'au sein des populations civiles. À l'arrivée,
On compte aussi plus de 1 500 000 personnes déplacées internes, 3 280 établissements scolaires ainsi que des centres de santé qui ont été fermés. Plusieurs localités sont sous le joug des groupes armés terroristes. Le président du Faso a parlé d'un changement de paradigme et a mis en place un gouvernement resserré de 25 membres. Alors, est-ce que vous sentez déjà, vous, ce vent de changement en cette entame de l'année 2022, l'année nouvelle, M. Somda? En toute honnêteté, je dois reconnaître que ce nouveau gouvernement qui vient d'être mis en place a suscité un tant soit peu à nous de l'espoir. Mais vous savez, nous avons tellement eu des espoirs déçus que maintenant nous attendons des résultats concrets. C'est la seule chose que je peux dire pour le moment. La tendance prise déjà, le resserrement du gouvernement, c'est une très bonne chose. Mais je regrette néanmoins que ce gouvernement n'ait pas été clairement un gouvernement de combat national. C'est un gouvernement largement composé, encore autant que je sache, de la majorité présidentielle. Je crois que la situation est telle que, à mon avis, il fallait un gouvernement de combat national qui implique toutes les forces vives. Un gouvernement plus ouvert, d'ouverture à d'autres forces politiques? Pas forcément ouvert, mais que le gouvernement appelle aux affaires d'État des hommes et des femmes patriotes, c'est le premier critère que moi je retiens, compétents et vraiment consacrés entièrement à la gestion de la situation que nous vivons depuis 6 ans. Ça aurait été vraiment un signal très très fort. Or, j'ai l'impression que c'est toujours un gouvernement d'une partie du peuple burkinabé. Il ne reflète pas encore l'engagement entier de tout le pays dans un processus de combat contre le terrorisme. C'est un petit regret, mais néanmoins, j'ai bon espoir, parce qu'ils ne font que commencer. Mais malgré tout, si leur travail donne des résultats concrets, je serai le premier à applaudir des deux mains. Donc on attend de voir le maçon au pied du mur. Très rapidement, M. Somda, vous avez évoqué le patriotisme des membres du gouvernement. À quoi est-ce qu'on juge le patriotisme de quelqu'un qu'on appelle le gouvernement? C'est peut-être des personnes qu'on ne connaît pas ou qui ont mené des actions dans leur secteur d'activité, mais il n'y a pas un baromètre pour juger son patriotisme. Ok, si, il y a bel et bien des baromètres. Pour quelqu'un qui a été membre d'un gouvernement, de plusieurs gouvernements, comme vous venez de le dire, le premier critère de patriotisme, c'est de vivre la réalité du moment présent. Les Burkinabés vivent dans une situation de stress permanent. Ils vivent dans une situation vraiment de crise très profonde que nous n'avons pas vécue. Alors, si vous regardez comment la vie se mène à Ouagadougou, à Bobo-Dioulasso par rapport au reste du pays, au reste des zones qui sont constamment attaquées, vous dites que la première des choses, c'est que la façon dont les membres du gouvernement doivent vivre doit refléter cette réalité vécue par les populations. Leur façon de vivre doit être en phase avec les réalités, qui est une réalité de stress au niveau des populations. Or, ce n'est pas toujours le cas. En tout cas, ce que j'ai observé jusqu'à présent, ça n'a pas donné l'impression que certains croient vraiment et sont vraiment dans un pays en guerre, comme nous l'avons constaté jusque-là. Mais comme je vous dis, l'espoir est toujours permis et surtout l'espoir permet de vivre. L'espoir est toujours permis, l'espoir permet de vivre. Le gouvernement resserré est en place. Monsieur Diallo, sentez-vous ce vent de changement annoncé par le président du Faso, ce changement de paradigme à l'entame de cette année 2022? Parce que c'est trop tôt pour apporter un jugement. Mais ce qu'on peut déjà dire, moi j'ai trouvé le discours du chef de l'État après l'attaque d'Inata, j'ai trouvé son discours très intéressant. Par la suite, avec la composition du gouvernement, la nomination du Premier ministre et surtout les sorties que j'ai vues du Premier ministre et les propos qu'il a eu à tenir lors de ces sorties, j'ai trouvé qu'il y avait des motifs d'espoir là-dedans. Le chef de l'État a abordé des sujets très importants. Il a parlé de la question sécuritaire, du retour des déplacés. Il a aussi parlé de la lutte contre la corruption. On ne peut pas demander mieux dans le contexte dans lequel nous sommes, quand nous savons les liens qu'il y a entre ces questions de corruption et les questions de mauvaise gouvernance et les questions sécuritaires, qui sont quand même intimement liées. Donc j'ai trouvé beaucoup de sources d'espoir dans ces propos. Mais encore une fois, c'est des belles déclarations. Et nous attendons les premiers actes. Déjà, le Premier ministre est attendu demain à l'Assemblée pour son discours de politique générale. Je pense pour l'avoir écouté, je pense qu'il a bonne conscience de la gravité de la situation et de la nécessité de changer de paradigme, comme l'a dit le chef de l'État. Donc demain, ce sera son premier vrai test.
Nous allons écouter son discours, nous allons bien l'analyser et on espère qu'on aura encore plus d'espoir après son discours. Comme a dit M. Somda, l'espoir est permis et l'espoir fait vivre. Donc on attend de voir qu'il décline sa politique générale. On attend aussi de voir tout le gouvernement à l'œuvre sur le pied de guerre afin d'avancer sur les différents chantiers qui assaillent donc les Burkinabés. Est-ce qu'on peut réduire donc vos espoirs, vos attentes pour 2022 à cette idée de voir le maçon au pied du mur, M. Somda? Nous ne voulons pas seulement voir le maçon au pied du mur, nous voulons le voir sur le mur. Parce que si dès qu'au pied du mur, le mur n'est pas encore monté, oui. Nous voulons vraiment voir un engagement fort, comme le disait tout à l'heure mon co-animateur. Nous voulons des actions fortes et je pense que cela est possible. Comme il a dit, effectivement, jusqu'à présent, nous lui donnons vraiment le bénéfice du nouveau venu qui présente quand même, il faut le dire honnêtement, jusqu'à présent, le discours est dans les normes que nous espérions. Mais nous attendons que ces discours soient vraiment transformés. On en a tellement entendu en 6 ans de discours. À chaque fois, on se dit, ça y est, cette fois-ci, je crois que la cause est bien entendue. Nous allons aller et tout le monde va être dans la danse. Mais nous avons l'espoir que vraiment les fleurs donneront vraiment de l'espoir et que les fruits seront à la hauteur des fleurs. C'est tout ce qu'on peut dire pour le moment. Et il part pour le moment, de mon point de vue, en tout cas avec un sentiment et une estimation positive. Mais encore une fois, dans 3 mois, dans 6 mois, nous verrons bien si la voie prise correspond vraiment aux aspirations et amène les gens à vraiment s'engager profondément dans ce que nous appelons l'union sacrée nationale pour faire face à cette affaire. Parce que ce n'est pas seulement le gouvernement qui va être à l'œuvre, mais c'est le gouvernement qui donne le rythme. Qui doit impulser la dynamique. Et faire preuve de leadership. Tout le problème est là. On appelle les gens à la cohésion nationale, à l'unité nationale, mais il faut bien un chef, il faut des chefs. Il faut qu'il y ait du leadership et que le gouvernement donne preuve de leadership, comme je disais, de patriotisme et un engagement réel, fort. Pas un semblant, ni des subterfuges pour juste profiter des avantages du pouvoir, mais vraiment dire que nous sommes dans une situation exceptionnelle. J'allais dire même une situation plus qu'exceptionnelle, c'est une situation de guerre. Il faut reconnaître que nous sommes en guerre et travailler comme un pays en guerre et non pas mi-figue, mi-raisin. C'est ça le problème en fait du Burkina actuel. Et nous espérons que le nouveau gouvernement a bien compris ce message. Et pour le moment, comme je vous dis, les paroles, les discours vont dans le bon sens. Nous attendons les résultats concrets sous peu. Il faut attendre les résultats concrets. Vous avez évoqué donc la bonne gouvernance qui doit aller de pair avec tout le processus. Vous attendez exactement quoi? Monsieur le président du FASO a annoncé une opération main propre. Est-ce que vous attendez que le Premier ministre s'avance plus là-dessus, sur cette opération et sur ce qui va advenir? Bon, ce n'est pas que je m'attends à ce qu'il le fasse, mais il a l'obligation de le faire, vu que celui qui l'a mis à ce poste a déjà annoncé les couleurs. Donc, et c'est un engagement ferme du chef de l'État. Et je n'ai pas de raison de penser que le gouvernement ne va pas aller dans ce sens. Mais vous savez, aujourd'hui au Burkina, tout le monde est au courant d'une affaire de mauvaise gouvernance quelque part, une affaire de corruption. Il suffit de lire les journaux. Il y a des moments où vous avez même besoin de prendre du paracétamol avant de lire les journaux, tellement ces affaires-là se répètent. Mais malheureusement, on ne voit pas... à côté, on voit des affaires de détournement, mais on ne voit jamais que quelqu'un a été traduit en justice ou qu'il a eu à payer pour les conséquences de ces actes. Donc il n'y a pas d'exemplarité, il y a comme une impunité qui gravite autour. Il faut envoyer des signaux forts. Il faut que la justice travaille. La justice a une responsabilité très importante. Bien sûr, il y a la séparation des pouvoirs. Mais vous savez, nous sommes dans un pays où on se dit que même si le chef de l'État prend des décisions et ainsi de suite, il peut trouver les moyens pour mettre en œuvre, pour que ces actions... Il y a même beaucoup de dossiers pour lesquels il y a déjà eu des enquêtes, où il y a eu beaucoup de révélations qui étaient plus troublantes les unes que les autres. Mais malheureusement, nous n'avons pas vu de suite. Donc, déjà, le Premier ministre a la chance d'avoir déjà ces dossiers-là sur la table, pour qu'il saisisse un juge d'instruction. Et là, il pourra envoyer un signal fort. Et là, on verra le contenu vraiment de tous ces beaux discours qu'il nous prononce. Ce n'est pas un procès que je lui fais, mais l'opinion nationale a besoin d'être rassurée sur ces questions de gouvernance. On peut parler de gouvernance économique, on peut parler de gouvernance sécuritaire. Et tout cela est intimement lié. Donc aujourd'hui, le Burkinabé a besoin d'avoir de l'espoir. Et son espoir
viendra de ces mesures fortes, de ces gestes forts qui accompagnent ces beaux propos, ces belles mélodies que nous entendons. Le gouvernement a besoin d'agir et donc d'impulser la dynamique, vous l'avez dit tout à l'heure. Donc on attend le gouvernement à la fois au pied du mur mais sur le mur pour tracer les sillons et mettre le pays qui est en guerre résolument au travail. Insécurité et terrorisme au Burkina, mais également au Mali, au Niger et dans un certain nombre de pays du continent où l'on a en plus, on a assisté en 2021 à un retour flagrant des coups d'État. D'abord, rapidement, comment appréciez-vous cet état de fait? Quel regard portez-vous sur le processus de transition au Mali? Mais tout d'abord, ces coups d'État qui reviennent, est-ce qu'il faut s'en inquiéter, M. Somla? Non, je pense que ce n'est pas une affaire d'inquiétude ou de quiétude. C'est une affaire de constater que les différents mécanismes qui ont été mis en place depuis la création de la CEDEAO, ces mécanismes ont besoin d'être revisités. La CEDEAO a besoin d'être réformée en profondeur. Nous avions déjà, lors des premières réformes en 2007, préconisé un certain nombre de mesures. Nous avons mis en place même certaines structures. Je vous parle de ce que je sais, puisque j'ai été vice-président de la commission de la CEDEAO pendant 6 ans. Ces mécanismes ont commencé à être mis en œuvre, mais on ne va jamais jusqu'au bout du processus. Vous vous souviendrez que le protocole de 1999 sur la démocratie et la bonne gouvernance, ça a été acté dans tous les pays. Mais je constate sur le terrain que les chefs d'État mettent beaucoup plus l'accent sur la démocratie. Notamment, tout le monde est accroché maintenant au système de 2 mandats, pas plus. Mais quid de la bonne gouvernance? Et pourtant, la bonne gouvernance fait partie intégrante de ce protocole. Et je vous avais parlé lors de notre première rencontre de la diplomatie préventive. La CEDEAO a tous les mécanismes de pronostic, de diagnostic et même de projection de différentes crises. J'ai souvenance qu'à 80-90%, la cellule d'alerte précoce de la CEDEAO faisait des rapports disant qu'il y a 90% de chances que dans tel ou tel pays, il y ait des troubles et que les institutions peuvent être déstabilisées pour X ou Y raison. Mais ce genre de rapport reste au stade... les tiroirs. Non, je ne sais même pas si c'est dans les tiroirs. Ça reste au stade des salles clos, des huis clos. Mais qu'est-ce qu'on en a fait? Quand il y a eu des alertes disant que dans tel pays, tel que les choses se passent, je ne vais pas citer de pays pour ne pas faire de jalousie, mais il est clair et net que la bonne gouvernance a été complètement mise de côté. Donc ce n'est pas étonnant que ne s'arc-boutant que ce qui peut intéresser les gouvernants du moment, à savoir la démocratie, qu'on laisse de côté la bonne gouvernance, qui est pourtant l'élément révélateur et précurseur de tous ces troubles-là dans la région. Et si on y prend garde, si on ne réforme pas sérieusement la CEDEAO, pour que la CEDEAO soit vraiment une CEDEAO des peuples, et qu'on reste au niveau de la CEDEAO des institutions qui se réunissent régulièrement et qui ne prend pas souvent en compte la réalité des populations. C'est clair, on peut analyser vraiment, quelle que soit la situation, que vous parliez de coup d'État ou de troubles ou de révolte, on peut analyser et connaître exactement l'aspiration légitime des peuples à un moment donné. Et s'en tenir à cela. Et s'en tenir à ça. Cela nous aurait traduire dans les faits exactement ce qui ressort de l'expression populaire. Ne serait-ce que des avertissements ou quand même prendre des responsabilités de mettre en garde tel ou tel gouvernement que franchement il y a quelque chose à faire. Il y a un manquement au protocole de la bonne gouvernance. Mais il n'y a jamais eu de résolution, autant que je sache, sur ce volet du protocole de 99. C'est en fait ça qui explique que on aboutit toujours à ces crises à répétition qui sont corollaires de la mauvaise mise en œuvre des grands principes de la CEDEAO. Alors on en revient à la bonne gouvernance. C'est en amont de tout ce qui a lieu de faire et ce n'est pas seulement au Burkina. Et donc aujourd'hui au Mali par exemple, on propose une durée pour la transition de 5 années. Une patate qui est sur la table donc, de la CEDEAO une fois de plus. Qu'est-ce que vous pensez? Il faut écouter ces assises et cette voix populaire qui propose 5 années pour la transition? Je pense qu'il faut faire très attention. La CEDEAO doit se réunir dans les jours à venir sur la question malienne. Et je pense qu'avant même que la CEDEAO ne se penche sur la question malienne, il faudrait que la CEDEAO se penche sur elle-même d'abord. Parce qu'on a l'impression aujourd'hui qu'on ne sait plus si le malade c'est le Mali ou si c'est la CEDEAO. Il faut faire très attention parce qu'il y a un risque vraiment de dislocation aujourd'hui de la CEDEAO.
Quand vous dites qu'il y a un risque de dislocation, c'est que justement, tout le monde n'est pas sur la même longueur d'onde sur cette question malienne notamment. Bon, déjà, la CEDEAO elle-même donne parfois, malheureusement, des signes d'incohérence. Vous voyez les positions qu'elle prend sur les différentes crises que nous vivons en Afrique. On a l'impression que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Nous avons vu quand même les changements de constitution qu'il y a eu en Guinée. Et on n'avait pas besoin d'être devin pour savoir que cela apportait un risque au niveau de la stabilité de ce pays. Mais tout le monde a laissé faire. Tout le monde allait à l'investiture du président guinéen. Et après, pour être étonné du fait que il y a un coup d'État là-bas. Non, il faut quand même avoir le courage, comme l'a si bien dit Monsieur le ministre, les questions de bonne gouvernance, ce n'est pas seulement le fait qu'il a été élu, il a eu un bon suffrage, et donc il faut lui laisser la paix pendant 5 ans. Ça, manifestement, c'est révolu. Parce que nous sommes dans une époque aujourd'hui où les défis... On peut être élu, on peut avoir un bon score, et puis à cause de la bonne gouvernance, on vous dit ça ne marche pas, le peuple n'est pas d'accord avec la façon dont vous gérez le pays, en fait, donc vous ne terminez pas votre mandat? Non, en fait, je n'encourage pas les coups d'État. Je ne suis pas en train de légitimer les coups d'État. Mais autant qu'il faut condamner les coups d'État, autant il faut condamner aussi ces écarts de gouvernance que nous constatons dans ces pays. Parce que c'est une relation de cause à effet. Quand tu commences à te comporter de telle manière, à un moment donné, il faut t'attendre à cela. Vous regardez ces pays où il y a eu ces coups d'État. Qui était prêt à miser qu'il n'allait pas avoir de coup d'État dans ces pays-là? On a l'impression que le scénario était tout... Le Mali, on sentait, là, depuis la réélection d'Ibeka pour son 2e mandat, c'était assez évident que le pays traversait toujours une zone très difficile. Une zone de turbulence. Donc, voilà. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'on a fait? On a applaudi Ibeka, il a été réélu, on lui donne ses clés pour 5 années. Mais ce n'est pas ça qui résout les problèmes, et ce n'est pas ça qui amène les populations à être satisfaites ou à accepter cet état de fait qu'un président a été élu. Donc les mécanismes existent, mais ces mécanismes sont pipés. Oui, les mécanismes sont pipés, c'est ce que vous avez expliqué tout à l'heure, parce que la CEDEAO est prompte à condamner les coups d'État, mais pas aussi prompte à condamner les problèmes de mauvaise gouvernance ou les écarts dans la gouvernance des chefs d'État élus. Même pas forcément condamner, mais au moins alerter. Et puis appeler l'attention du gouvernement qui va à volo de redresser la barre dans l'intérêt supérieur du peuple. Parce qu'ils sont bien là pour le peuple. Comme on dit, ils ont été élus par le peuple. Et vous remarquerez que la plupart de ces coups d'État et de ces troupes surviennent toujours 1 ou 2 ans après le 2e ou le 3e mandat forcé. Donc, c'est quand même des indicateurs qu'il faut prendre en compte. Parce qu'après, on a l'impression, pour reprendre l'expression d'un ancien chef d'État, que je ne citerai pas son nom, il dit qu'il a été brillamment élu, son pays, c'est sa natte, qu'il a sous son aisselle, il la déploie quand il veut, il dort dessus quand il veut. Quand il ne veut pas, il ramasse cette natte, il la met dans le coin qu'il veut. Alors, quand vous avez une telle mentalité vis-à-vis du peuple qui vous a élu, et ce n'est pas étonnant que quelque temps après, vous tombiez dans la désillusion totale, alors que tout était visible, le tableau de bord était clair. Et surtout qu'il y a des mécanismes d'alerte qui sont placés dans les 15 pays membres, qui font des rapports quotidiens. Matin et soir, nous recevions les fiches, et nous faisions des rapports aux chefs d'État. Oui. Ils sont alertés. Ils sont alertés, mais ils n'agissent pas, les chefs d'État. C'est ce que. Ils n'agissent pas à bon escient. Ils n'agissent pas. Je ne dis pas qu'ils n'agissent pas, mais ils n'agissent pas à bon escient. Et cela donne ce que ça donne. Alors, très rapidement, puisqu'on parle des coups d'État, les négociations entre le Mali et la CEDEAO risquent peut-être d'être serrées et houleuses. Mais d'autant que cette situation est également très suivie au Tchad, en Guinée et dans une certaine mesure au Soudan. Mais en Guinée notamment, vous en avez parlé tout à l'heure, il n'y a jusqu'à présent aucun chronogramme pour la transition. Non, il n'y a aucun chronogramme et je pense que ce serait même hasardeux pour les autorités aujourd'hui en Guinée de proposer un chronogramme parce qu'il faut se rendre compte qu'il y a beaucoup de travail à faire. Et bon, on peut insister et les amener à se précipiter pour organiser des élections, pour légitimer les autorités. Mais est-ce que cela va régler les problèmes? Il faut établir un parallèle entre ce qui se passe en Guinée et ce qui se passe au Mali. Les Maliens ont décidé de prendre eux-mêmes le problème à bras le corps. Ils ont fait des assises sur lesquelles ils ont passé à travers toutes les couches de la société, tous les problèmes de la société, et ils ont défini leur avenir. Ils ont dessiné ce que le Mali
devrait être pour eux. Mais pourquoi remettre en cause ce que le peuple malien a décidé pour lui-même? Au nom de quoi? Donc les 5 ans de transition... Non, ce que je dis, c'est qu'il faut négocier avec eux, parce qu'il faut quand même avoir des inquiétudes. 5 ans, facilement, ça devient 8 ans, 10 ans. Ouais, ça, il faut avoir cette crainte. Et il ne faut pas que cela encourage aussi quelqu'un d'autre à aller faire un coup d'État demain matin. Mais il faut quand même, il faut ne pas se précipiter à sanctionner le peuple malien, parce que c'est des populations qui en souffriront, qui souffrent déjà de la situation. Mais il faut discuter, parce qu'ils ont bien dit clairement que c'était des propositions des assises. Donc ils ont laissé quand même une porte ouverte à la négociation. Donc il faut rentrer à travers cette porte et négocier et voir qu'est-ce qui peut être acceptable. Revoir ce qu'ils ont fait comme calendrier et dites-vous quelles sont les actions qu'on peut accepter que la transition mette en œuvre et quelles sont les autres actions qu'on devrait attendre qu'un gouvernement légitime mette un gouvernement en place et que maintenant on puisse accompagner le mouvement pour mettre le pays, parce que justement, tout cela s'appuie sur une démarche programmatique qui vise à refonder le Mali en évitant les erreurs du passé ainsi que celles des autres pays. Il faut donc écouter les conclusions de ces assises, mais voir un peu à la durée de la transition, c'est ce que vous semblez dire. On l'a évoqué un peu tout à l'heure et rapidement, le coup d'État militaire intervenu le 5 septembre en Guinée vise à corriger le coup d'État institutionnel induit par le maintien au pouvoir de Alpha Condé suite à une révision opportuniste de la Constitution. Ce n'est pas le premier pays dans lequel on assiste à une telle situation et beaucoup de voix s'élèvent depuis quelque temps pour décrier la démocratie et les élections qui ne constitueraient pas une vraie solution aux problèmes de développement de l'Afrique. Alors, M. Sonda, faut-il, selon vous, réformer, réinventer la démocratie telle qu'elle se pratique dans nos pays? Non, il n'y a pas besoin de réformer la démocratie. La démocratie, c'est bien le pouvoir du peuple et pour le peuple. Et pas donc, je pense qu'en la matière, il n'y a vraiment pas de problème. Ce n'est pas ça le problème. C'est la manière dont la démocratie est utilisée pour se pérenniser au pouvoir et surtout pour insuffler à l'ensemble du pays la malgouvernance. C'est ça le problème. Ce n'est pas la démocratie en elle-même. Mais permettez-moi néanmoins, avant d'aller plus loin, de revenir sur le cas du Mali. Les 5 ans dont on parle, c'est des trucs, c'est des projections purement diplomatiques. Je pense très bien que les autorités maliennes savent bien que ce maximum ne peut pas être atteint. Sinon, c'est un mandat complet qu'ils demandent. Non, je pense que c'est un document c'est un non-papier, comme on dit en diplomatie. C'est pour permettre d'ouvrir les négociations. Mais ce qui est certain, déjà, ils parlaient de 6 ans, maintenant ils sont à 5, c'est-à-dire c'est le plafond qu'il faut voir. Mais il est certain qu'au vu de leur agenda tel qu'ils ont déplié, ils sont prêts à... Le ministre des Affaires étrangères du Mali l'a dit, ils sont prêts à la négociation en fonction des réalités concrètes du terrain. Ils ont fait un forum national qui a produit des documents. On peut être d'accord ou pas d'accord, mais au moins ça reflète une certaine réflexion, une certaine idée du Mali de maintenant. Donc je pense que la démocratie est toujours valable depuis que les Grecs ont été les premiers à mettre ça comme système de gestion de l'État. Ce n'est pas la démocratie qui est en cause. C'est pas la démocratie, c'est la pratique qu'on en fait qui est problématique et il faudrait donc voir à cette pratique, introduire la bonne gouvernance et que chacun respecte les normes. Absolument, absolument. Je suis entièrement d'accord avec les propos de M. le ministre. Le problème, ce n'est pas la démocratie. En soi, sur le papier, la démocratie, elle est très belle, mais c'est la manière dont elle est appliquée maintenant. Chacun essaie d'en faire une tenue sur mesure en fonction de son contexte et de ses aspirations, sans forcément prendre en compte les aspirations des populations. Et c'est à ce moment que nous avons des problèmes. Vous avez quand même des exemples de démocratie qui ont l'air de bien fonctionner, où il y a un respect des institutions, parce que les principes de cette démocratie-là sont respectés au plus haut sommet et jusqu'à la base. Et donc, le débat est purement démocratique. Les institutions fonctionnent et les populations s'alignent derrière. Quand il y a mal-donne, c'est à ce moment que la démocratie ne fonctionne pas. Quand il y a mal-donne, dans le sens, à part la bonne gouvernance, ou quand certains essayent de tripatouiller les constitutions ou même le fonctionnement de l'État, tout ce qu'on peut citer comme problème de gouvernance. C'est à ce moment que les problèmes commencent à surgir. Alors, oui, justement, on est au début d'une nouvelle année. Quelles sont, selon vous, les problématiques qui doivent mobiliser les Africains? Et quel rôle doit également jouer dans ce sens
l'Union africaine pour impulser une Afrique plus proactive? Parce qu'on a le sentiment que finalement, les problèmes surviennent sans qu'on ait une maîtrise réelle, sans qu'on voit les Africains s'impliquer réellement là-dedans. Monsieur Sonda. Non, le problème au niveau de l'Union africaine, c'est la même chose qu'au niveau des organisations sous-régionales comme la CEDEAO, la CEEAC, la SADC et autres. Nous avons beaucoup perdu en matière de leadership. Il faut remarquer que, aussi bien sur le plan sous-régional qu'au niveau continental, nous avons beaucoup reculé en matière de leadership. Très peu de pays, très peu de leaders s'engagent vraiment à fond dans le panafricanisme. Si vraiment nous étions restés panafricanistes, avec un leadership affirmé face aux différents problèmes, nous allions toujours trouver des solutions africaines aux problèmes africains. C'est cet abandon du panafricain. Chacun se recroqueville sur son territoire, une fois démocratiquement élu, bien élu ou mal élu, mais quand même élu, il en fait sa natte. Et il ne veut plus lâcher quoi que ce soit. Il ne s'occupe même plus du tout de l'environnement. Pour vous donner un exemple concret, moi j'aime bien donner des exemples concrets. Oui. En 1987, quand nous avions commencé à étudier au niveau de la CEDEAO, à l'époque j'étais ministre chargé de l'intégration, nous avions demandé à voir le système et des crises. On prévoyait déjà dans nos études certaines crises au niveau de la sous-région. Nous avions parlé de la création d'un bassin de développement sahélo-saharien qui regrouperait les pays du Maghreb et les pays de l'espace CEDEAO actuel. Vous voyez, il y a un bassin qui est historique. C'est à travers ce bassin que tout se passait, depuis des périodes de nos ancêtres. Le sel descendait du nord et les pays côtiers remontaient pour vendre l'or et la cola. Il y avait cet échange dans cet espace qui faisait que c'était une zone extrêmement développée. Vous vous souviendrez du pèlerinage de Kankan Moussa à la Mecque au XIIIe siècle, où l'or qui était exploité dans le Soudan, à l'époque, c'était le Soudan, non, c'était le Mali, ça s'appelle l'Empire du Mali à l'époque, devenu aujourd'hui, pour une grande part, le Mali moderne. Cette région-là, ce bassin-là, était un véritable pôle de développement. Pourquoi n'avons-nous pas poursuivi cette idée de créer vraiment une jonction entre le Maghreb et l'Afrique de l'Ouest pour continuer ce que nos ancêtres savaient si bien faire? Les échanges se passaient très bien et il est même prouvé par certains auteurs qu'en fait, ce n'est pas Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique. C'est depuis l'époque de Kankan Moussa qu'il y a bel et bien eu des Africains, de par leur dynamisme de l'économie qu'ils avaient su insuffler à la sous-région. Il est prouvé maintenant qu'il y a bel et bien eu des Africains de l'Afrique de l'Ouest qui ont découvert l'Amérique avant Christophe Colomb. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, le plus important, c'est l'affirmation d'un certain leadership. Vous vous souviendrez, c'est une période pas si lointaine que ça. On a eu les Kwame Nkrumah, les Houphouët-Boigny, les Obasanjo, pour ne citer que cela. Ils avaient un leadership affirmé. Et ils prenaient à bras le corps les problèmes. Moi, j'ai toujours dit, depuis le début de la crise ici, mais bon, comme les gens n'écoutent pas, j'avais dit que cette histoire de G5 Sahel, les gens s'arc-boutent là-dessus en demandant l'application du chapitre 7 des Nations Unies. J'ai toujours dit que c'est une perte de temps et ça sera inefficace pour une simple raison, que pour quelle raison voulez-vous que les Américains, que les Occidentaux interviennent ici en Afrique de l'Ouest, comme ce qu'ils ont fait en Irak, en Syrie? Ils avaient des intérêts stratégiques immédiats. Nous avons des intérêts, ils ont des intérêts stratégiques, mais à le plus long terme avec l'Afrique de l'Ouest. Il n'y a pas urgence pour eux. Pourquoi ne pas mettre en place notre dispositif propre en Afrique de l'Ouest et dans toute l'Afrique? Il y a eu les forces en attente de la CEDEAO. Avant la CEDEAO, l'Afrique même de l'Afrique de façon globale, qui n'a jamais fonctionné. Aujourd'hui, nous avons les forces de l'ECOMOG qui ont fait leurs preuves au Libéria, en Sierra Leone. Moi, j'en sais quelque chose pour avoir été ministre de l'intégration et pour avoir été le vice-président de la commission de la CEDEAO et le commandant en chef adjoint des forces de la CEDEAO. Lorsque les chefs d'État signent l'ordre d'engagement, les troupes des différents pays passent sous le commandement de la CEDEAO. Donc, les mécanismes ont existé et peuvent exister. Jusqu'à l'heure où je vous parle, il existe un état-major permanent de l'ECOMOG à la CEDEAO. Bien sûr. On avait en permanence 3 généraux, un général de division. On a envoyé en Gambie. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Mais on ne leur donne pas cette chance-là, vraiment, de prouver que ce qu'on a fait au Libéria et en Sierra Leone, cela est possible. Mais tout le monde
tient absolument à aller aux Nations Unies, vous allez parler des problèmes qui ne les intéressent absolument pas. Ou en tout cas, ce n'est pas une priorité pour eux. Alors, il faut qu'on revienne à nos moyens endogènes. Et ces moyens existent. Ces moyens existent, il faut revenir aux moyens endogènes. Le vrai problème de l'Afrique aujourd'hui est donc un problème de leadership, parce qu'on n'a pas, au niveau de l'Union africaine, ce leadership affirmé pour prendre le devant ou le lead sur un certain nombre de sujets. Oui, je suis entièrement d'accord avec cela. Il suffit de faire un peu un tour d'horizon. Aujourd'hui, quand vous avez des situations dans certains pays, ce n'est pas tout le monde que vous allez envoyer là-bas pour aller, soi-disant, prêcher la bonne nouvelle. Parce que si celui qui vient, si lui-même chez lui, il traîne des casseroles ou il a du mal à gérer sa situation, ce serait difficile pour lui de passer pour un donneur de leçons. Il y a un problème de leadership, mais aussi un problème... En fait, il faut que tous les pays acceptent de se remettre en question. Nous sommes à 60 années après les indépendances, mais faisons un peu un tour d'horizon. Quels sont les pays aujourd'hui qui peuvent dire qu'ils ont de bonnes choses à montrer de leurs 60 années d'indépendance? Ça se compte du bout des doigts, et difficilement même. Donc c'est pour dire que ce que nous sommes en train de faire, ça ne fonctionne pas. Parce que à côté, nous voyons, on signe des accords par-ci par-là, des accords en ce qui concerne le commerce intérieur, les accords pour... faire des connexions électriques au-delà des frontières, ainsi de suite. Mais donc il faut se rendre compte que tout cela tend vers une union encore plus forte de l'Afrique. Donc il faut avoir le courage d'aborder le sujet et de mettre en place un programme pour cette union africaine. Parce que tous, individuellement, on n'arrive pas à s'en sortir, on ne pourra jamais s'en sortir. Oui. Nous voyons aujourd'hui ce que nous avons comme frontières et tous les problèmes que nous avons au niveau de nos zones frontalières. Parce que tout le monde est assis chez lui, chacun parle de sa souveraineté, mais à l'intérieur de ses frontières, il n'arrive même pas à se protéger. Il n'arrive pas à se protéger. L'Afrique, c'est le continent le plus vaste, c'est le continent de l'avenir, dit-on. C'est aussi le continent le plus riche, c'est la dernière frontière. Mais l'Afrique, c'est aussi un continent, malheureusement, qui sert les autres, qui est sucé par certains pays européens ou asiatiques et qui ne pèse pas beaucoup dans les relations internationales. N'est-ce pas là aussi qu'il faut un changement de paradigme? Absolument, absolument, parce que nous voyons que, aussi les questions internationales, l'Afrique peine même à parler d'une même voix. Nous avons vu toutes ces questions, même aussi au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, lorsqu'il s'était agi de donner un siège au continent africain. Vous avez vu des pays qui ont commencé à se faire la bagarre. Je ne les citerai pas, mais chacun voulait tirer la couverture sur soi. Personne n'a pensé à l'intérêt du continent. Et donc, au finish, on n'a toujours pas de siège au niveau du Conseil de sécurité, malgré toutes ces statistiques qui sont reluisantes que vous venez de citer. C'est le continent des paradoxes. Voilà. Nous avons tout ce qu'il faut entre nous, mais on préfère chacun se créer des problèmes aux voisins, plutôt que de voir comment s'unir pour ensemble chercher un épanouissement que les populations du reste demandent. Les populations ne connaissent pas les frontières. Celui qui est à Terra, qui a son marché, il a bien envie d'arriver à Dori pour vendre son mouton ou son taureau, oui. Ainsi de suite. Elles ne connaissent pas ces frontières. Donc ce sont un peu, je peux dire un peu nos complexés des capitales qui sont dans les bons salons feutrés, qui n'ont pas conscience des difficultés que ces affaires de souveraineté et de frontières apportent au niveau des populations. Les frontières présentent même des opportunités de développement pour nos populations. Mais à cause de politiques soi-disant souverainistes, on est toujours au même point depuis après 60 années. C'est si bien que l'Africa Must Unite, ou s'unir ou périr, ou encore la célèbre chanson de Tiken Jah Fakoly, quand nous serons unis, nous serons forts, ça passe comme de l'eau sur le dos du canard, monsieur Kosonla. Mais c'est tout à fait exact. Le vrai problème aujourd'hui, c'est, comme on l'a déjà dit, non seulement le manque de leadership, mais le manque surtout de patriotisme et de panafricanisme. Patriotisme à l'intérieur de nos États, de nos micro-États, et manque de panafricanisme. Aujourd'hui, le problème, par exemple, qui secoue le Sahel, vous savez qu'en 1987 déjà, au sommet de Ouagadougou, le regretté président ATT avait déjà soumis le problème. Toumani Touré. Voilà, il avait déjà soumis l'inquiétude de cette arrivée de terrorisme en Afrique de l'Ouest. Il avait déjà des signaux.
On avait voulu à l'époque mettre en place un dispositif communautaire, sous-régional, pour parer à ce problème qu'ils voyaient venir. Mais les gens disent, oh, vous savez, les pays, surtout côtiers, disent que ils n'avaient pas saisi la profondeur de la vision que le président malien avait à l'époque. On voyait le problème très lointain. Surtout les pays côtiers n'en voyaient vraiment pas, ils ne faisaient pas une priorité. Aujourd'hui, ça est là. Les pays côtiers eux-mêmes sont menacés. Ils sont menacés. Ils sont menacés. C'est ce manque de vision et ce manque de panafricanisme. Chacun veut gérer son petit lopin de terre, pour parler en français facile, et ne s'occupe pas de l'ensemble. Il ne se rend pas compte que les problèmes d'ensemble peuvent un jour anéantir les individualités. C'est ce qui nous arrive aujourd'hui. Ouais. Je vous dis que, par exemple, le problème de la sécurité de l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui doit être pris dans une vision sous-régionale. Si aujourd'hui nous arrivions vraiment à avoir la conviction de nos aînés, réactiver l'ECOMOG et vraiment arrêter une stratégie que moi j'ai toujours préconisée, la stratégie des cercles concentriques. Chacun à l'intérêt de son pays a le devoir de mettre en place un dispositif pour protéger sa population et son territoire, l'intégrité du territoire. Tous les chefs d'État, quand ils prêtent serment, disent qu'ils sont là pour protéger. Donc c'est un devoir national. Ça, c'est le premier cercle. Le deuxième cercle, c'est la sous-région. Parce que si vous laissez les pays tomber un à un, c'est l'effet domino. Ça va finir par embraser toute la sous-région. Oui. Il faut une stratégie sous-régionale qui va venir booster les stratégies nationales. Mais le tout doit aller en synergie pour une question d'efficacité. Parce qu'on ne peut pas non plus disperser inutilement. Mais on l'a déjà prouvé. Je vous dis, le COMOG a été très opérationnel au Libéria et en Sierra Leone. Pourquoi ne pas le refaire en adaptant la stratégie, d'abord au terrain, c'est le Sahel, ce n'est pas la même chose que les zones forestières. Deuxièmement, en mettant en œuvre l'évolution du monde. On sait qu'aujourd'hui, on a une technologie beaucoup plus avancée que quand nos éléments sautaient de nuit en parachute dans les forêts de ces pays-là, ce n'était pas évident. Aujourd'hui, on peut faire mieux que ça, mais on ne le fait pas. Et je me pose, quel est le problème? Pourquoi on ne le fait pas? Alors, qu'est-ce qu'ils devraient faire donc aujourd'hui, les Africains, pour être au rendez-vous de l'histoire, pour être au rendez-vous des défis qui se posent à eux aujourd'hui? Déjà, chacun à l'intérieur de son pays doit être assez responsable, avoir vraiment à cœur l'intérêt des populations. Et c'est par la suite maintenant, à travers les organisations sous-régionales qui existent, à travers eux aussi, parce que quand les États sont crédibles, les institutions sous-régionales deviennent crédibles. Ce n'est pas possible d'avoir deux contraires. Vous ne pouvez pas avoir des chefs d'État dépourvus de toute crédibilité, je ne parle pas de légitimité, mais de crédibilité, qui vont vouloir après maintenant s'asseoir et essayer de définir le futur de la sous-région ou de l'Afrique. Donc ça commence à ce niveau. Et moi je suis d'accord avec l'option qui avait été prise de renforcer d'abord les institutions sous-régionales, la SADC, la CEDEAO, et ainsi de suite, pour graduellement aller vers l'Union africaine. Mais maintenant, même au niveau de ces institutions, on voit comment elles fonctionnent. Tout à l'heure, on parlait de la CEDEAO. Beaucoup d'autres institutions sous-régionales ont les mêmes problèmes. Donc, manifestement, ce n'est pas demain que ces institutions seront fonctionnelles au point de faciliter cette Union africaine. Donc, il faut déjà que ces chefs d'État acceptent de se dire la vérité en face et que chacun ait un agenda clair. Et l'Union africaine doit s'affirmer. Elle doit s'affirmer, elle doit établir des agendas précis avec des actions qui doivent être menées au niveau des différents pays, au niveau des organismes, au niveau des regroupements régionaux, pour aller vers une Union africaine. Et il faut le faire. L'Union africaine a déjà élaboré un agenda, l'agenda 2063, qui vise la transformation du continent en puissance mondiale de l'avenir. Et justement, est-ce que tout ce que vous dites là peut être inscrit dans cet agenda et est-ce qu'il faut attendre 2063 pour commencer à voir les résultats? Je vais vous poser une question. Combien de personnes aujourd'hui parmi nos gouvernants connaissent l'agenda 2063 de l'Union africaine? Justement, c'est une problématique. Aujourd'hui, est-ce qu'il ne faut pas se saisir de cet outil, de voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on commence par faire? Non, moi j'ajouterais même que le long terme, c'est toujours de long terme. Oui. Au niveau de l'Union africaine, comme d'ailleurs au niveau de beaucoup de nos institutions, c'est toujours le long terme. Mais ils oublient que le long terme se construit par le court terme et le moyen terme. Vous ne pouvez pas sauter de pieds joints comme ça l'agenda de 2063, alors que nous avons des problèmes extrêmement importants et graves à régler maintenant.
Oui. Si on ne le règle pas maintenant, ça c'est du papier. 63, c'est la préoccupation actuelle des populations du Burkina. Mais pour arriver à ça, il faut commencer aujourd'hui. Il faut commencer aujourd'hui. Le long terme commence par le tout court terme et le moyen terme. Si vous sautez ces étapes, c'est du rêve, à mon avis. Et ça manque de concret. Et encore une fois, comme je l'ai dit, ça manque de leadership. Il y a pas de leadership. Est-ce que vous sentez la volonté de changer vraiment les choses en Afrique? Les populations, la jeunesse en particulier, à la télé, en écoutant les radios, on sent qu'il y a la jeunesse, il y a des intellectuels de très très bon niveau, de très haut calibre, qui tous les jours, donnent des pistes intéressantes. Mais est-ce qu'on écoute? Est-ce qu'on essaie au moins de piquer dans ce qu'ils disent, ce qui est bon pour être mis en œuvre au profit des populations? C'est ça le problème, le manque d'écoute. Donc, la volonté existe en Afrique. C'est comme l'intégration régionale ou l'unité africaine. Demandez aux populations de Dori et les populations du Niger, de Seba, quel est leur problème en matière de frontières. Ils ont toujours vécu tranquillement. Moi, je viens du sud-ouest. Entre nous, au Burkina, au Ghana et en Côte d'Ivoire, est-ce que nous avons des problèmes de circulation de personnes, de droits d'établissement? Il n'y en a pas. Donc, il y a une volonté claire des populations que l'unité africaine, c'est l'avenir. La libre circulation des biens et des personnes, c'est l'avenir. Le droit d'établissement, pour que nous puissions partager les meilleurs cerveaux que nous avons en Afrique, ça, c'est l'avenir. Mais c'est le problème, c'est l'impulsion, c'est le leadership, c'est ceux qui nous dirigent, qui doivent donner le là. C'est un peu comme je vous disais tout à l'heure en matière de cohésion nationale, solidarité nationale, qu'on appelle tous les jours dans les discours. Mais qui impulse cette cohésion? Il faut des leaders qui impulsent, qui donnent la voie à suivre. Et maintenant, le reste de la troupe suit. Mais tout le monde en parle, mais personne ne prend la tête du combat. Il faut donc que des Africains comme vous, comme moi, comme d'autres se lèvent pour changer le paradigme. Absolument. Il faut par exemple, je pense que nous ne parlons pas assez de l'Union africaine, même dans notre paysage au niveau du Burkina, au niveau des institutions. On n'entend presque personne parler. Vous pouvez écouter des discours pendant des heures, pendant des jours, à peine si c'est même l'agenda 2063, s'il est parlé. S'il est évoqué. Bon, déjà, il faut que les gens soient convaincus eux-mêmes avant d'essayer de convaincre quelqu'un d'autre. Mais si les décideurs et ceux qui ont le pouvoir ne montrent pas qu'ils ont cette conviction, il ne faut pas s'attendre à ce que le peuple aille ailleurs. Donc ça commence déjà à ce niveau. Et il faut s'approprier tous ces outils-là. Si vraiment vous pensez qu'il y a une Union africaine et que vous voulez vous inscrire dans la logique de l'Union africaine, mais il faut vous approprier cette Union africaine, il faut vous approprier ces textes, autant la CEDEAO que l'Union africaine. Faites bon usage de ces textes, qu'il s'agisse des textes sur la bonne gouvernance, la démocratie et ainsi de suite. Ça commence déjà par là. Et par la suite, oui, chaque fois que nous mettons en œuvre des programmes de développement, on dit toujours qu'on s'aligne sur l'agenda 2030 des Nations Unies, l'agenda 2063 de l'Union africaine. Mais au-delà de ces déclarations-là, dites-moi qui ici fait une évaluation de notre alignement, nous ou dans les autres pays, notre alignement sur les objectifs fixés au niveau de cet agenda. On n'en parle pas. Un outil qui rentre dans les oubliettes et qu'il faut valoriser, qu'il faut revoir, etc. On n'a plus beaucoup de temps pour cette émission, malheureusement, mais nous allons la terminer sur une note sportive qui compte parmi les grands rendez-vous de 2022. Le Cameroun abrite en effet du 9 janvier au 6 février la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. C'est sans doute une occasion pour faire vibrer le continent, mais toujours dans un environnement sous Covid. Les étalons du Burkina prennent part également à cette compétition. Alors très rapidement, un mot sur ce rendez-vous qui va donc unir le continent africain. Et qu'est-ce que vous attendez de la participation des étalons? Je voudrais d'abord rendre hommage à nos étalons. Parce que déjà, être sélectionné pour cette finale, ce n'était pas évident pour des boys qui jouent en pensant que leurs parents, ici au pays, où certains même sont des sélectionnés nationaux, sont dans cette angoisse permanente des attaques terroristes. Ils ont réussi à vaincre cette étape et à se qualifier. Je leur tire déjà mon chapeau. Ça, c'est le premier aspect que tout Burkinabé doit être fier que ses enfants, malgré la situation, aient réussi à se faire qualifier. Maintenant, mon souhait le plus fort, évidemment, c'est qu'ils reviennent avec le trophée. Le Burkina a tellement montré que désormais, c'est un pays de football, mais nous n'avons pas encore
eu le Graal. Nous n'avons pas encore apporté la coupe au Faso. On a été jusqu'à la demi-finale, je crois, contre le Nigeria. On a même été jusqu'à la finale. Jusqu'à la finale, oui, contre le Nigeria. Champion. Alors nous méritons vraiment cette fois-ci. Il nous reste la dernière marche. La dernière marche. Alors rapidement, M. Diallo, sur la CAN et sur les étalons. On peut être fier de nos étalons. Et déjà, féliciter le Cameroun pour réussir à organiser cette Coupe d'Afrique après toutes ces difficultés qu'ils ont connues et tous ces reports. Et les étalons aussi, on peut être très fiers de leur parcours. Nous les encourageons. Et je ne leur demanderai pas d'amener la coupe au Burkina, bien sûr que je souhaiterais, mais je leur demande de mettre du baume au cœur des populations. Vous savez, aujourd'hui, quand vous parlez des étalons au Burkina, tout le monde est unanime. Tout le monde est étalon. Vous allez bientôt voir les drapeaux sortis par-ci, par-là. Oui. Pendant les instants d'un match, chacun va oublier tous les problèmes qu'il a au niveau dans sa contrée, dans sa localité. Donc, je leur demande d'apporter du baume au cœur et d'aller aussi loin que possible. D'aller aussi loin que possible. Le peuple est uni derrière eux. Nous les félicitons, nous félicitons tout l'encadrement et soyons unis derrière eux. Et servons-nous de leur parcours, espérons un bon parcours et servons-nous de cela comme tremplin pour se dire que dans l'union, dans l'unité, nous pouvons aller loin ensemble en tant que nation. Union, unité et travail, travail, encore travail. Une année qui commence sous le signe du travail, il faut le dire, et sous le signe qu'il faut souhaiter de l'unité. Mesdames, Messieurs, malheureusement, le temps qui m'est imparti est arrivé à son terme. Mes deux invités sont assez prolixes. On essaiera à d'autres occasions de revenir sur des aspects de notre continent qui nous est cher. Cette émission Périscope 152 recevait pour vous Jean de Dieu Somda. Il est ancien vice-président de la Commission de la Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Merci pour vos éclairages. Également sur le plateau de Périscope aujourd'hui, Ahmed Aziz Diallo, député à l'Assemblée nationale, maire de la commune de Dori. C'est dans la province du Sénat. Merci pour vos éclairages. Merci bien. C'est Abibata Clarisse Sawadogo Benao que je remercie qui a assuré la réalisation de ce numéro de Périscope. La maîtresse d'œuvre de la réalisation était accompagnée aujourd'hui de Aminata Peggy Sanogo au son, Ismaël Amadou au cadre, Herman Gila au synthé et au prompteur, Idrissa Diallo s'occupait de la diffusion. Quant à mes invités et à moi-même, nous avons été maquillés par Viviane Dipama, que je remercie également. Merci à Valérie Zongo à la production, Didas Diallo au montage et Théophane Ouidraogo à la programmation. Quant à vous toutes et à vous tous, je ne vous remercierai jamais assez pour votre fidélité à cette émission et pour vos encouragements tellement réconfortants. Aussi, n'oublions pas de toujours prendre soin les uns des autres, surtout en ces temps troublés où chaque matin que l'on découvre est une grâce et chaque manifestation de solidarité une victoire. Mais prenons également date pour le prochain numéro de Périscope, même jour, même heure, sur la chaîne qui vous donne les clés du monde.